Bonjour, je m'appelle Marco Chapdelaine et aujourd'hui je vais faire la selfie vidéo de la chirurgie orthopédique. Donc, tout d'abord, on a un patient qui revient de la salle de réveil suite à une PTG. Le patient est sur une épidurale. Donc, tout d'abord, les évaluations qu'on va faire quand il va arriver, ça va être de voir comment son état neurologique c'est. Donc, est-ce qu'il est réveillé, son niveau de sédation, est-ce qu'il est orienté dans les 3 sphères, donc temps, espace, personne, dans le but de voir s'il pourrait y avoir un délirium post-opératoire. On va regarder sa médication, donc on regarde son épidural, est-ce que c'est le bon médicament, le bon débit, est-ce que c'est la bonne dose qui coule. On va regarder son soluté, encore une fois, le bon soluté, le bon débit. On regarde les sites d'insertion des cathéters pour s'assurer qu'il n'y a pas de signe d'induration, si le cathéter n'est pas déplacé. On s'assure qu'il n'y a pas de coudage qui se fait dans les tubulures qui entraînerait l'écoulement. On s'assure que la tête reste à 30 degrés et plus parce qu'étant donné qu'il y a une épidurale en cours, on ne voudrait pas que le liquide descende vers les poumons et cause un arrêt respiratoire. Ensuite, on va pouvoir prendre les signes vitaux. La température, ça sert surtout à prévenir une hypothermie suite à l'opération, étant donné que la salle d'op est très froide. Il y a des solutés qui sont froides qui se rentrent dans le corps. Le patient est à découvert. Il peut y avoir un petit choc hypovolémique, la perte de liquide. Sinon, il peut y avoir une fièvre aussi s'il y a des signes d'infection. Dans le but de faire la prévention de la prophylaxie des infections, on donne des antibiotiques. On va regarder l'état général du patient. Donc, on regarde s'il y a des signes d'hypoxie, des signes de tremblement. Est-ce que la peau est moite, humide, pâle? Est-ce que le patient il a une dyspnée, une toux? On va pouvoir regarder son système, évaluer son système gastro-intestinal parce que le patient est à risque de constipation. Donc, en prévision de ça, on va encourager une bonne hydratation. On va faire une diète progressive. Parce qu'on ne voudrait pas non plus qu'il fasse un milieu paralytique. Donc, on va encourager une mobilisation précoce. Tant que le patient a son épidural et que le bloc moteur et sensitif est là, on ne peut pas le faire marcher, mais on peut l'encourager à bouger le haut de son corps. On va lui enseigner comment faire ses exercices respiratoires, tels que la spirométrie, 5 minutes à toutes les heures. On va regarder sa sonde urinaire pour voir s'il y a un bon débit de diurèse de 30 ml par heure. Si c'est pas le cas, ça pourrait être un signe de déshydratation ou bien un globe vésical, la rétention urinaire. On doit s'assurer que l'urine peut bien s'écouler, qu'il n'y a pas de coudage, encore une fois, dans la tubulure de la sonde parce que ça pourrait faire une infection s'il y a une stase urinaire. On va regarder le site du pansement. Donc, on regarde si le pansement est souillé, c'est quoi la quantité, le volume, la qualité de l'exudat, est-ce que c'est sanguin, séreux, sérosanguin. On va délimiter pour voir s'il y a une évolution. On va faire les signes neurovasculaires à toutes les 4 à 8 heures parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait de thrombose veineuse profonde qui s'installe, donc un caillot. Il pourrait aussi y avoir une complication de syndrome du compartiment. Dans le but de ne pas faire de thrombose veineuse qui pourrait se transformer en embolie pulmonaire aussi, on va donner de l'anticoagulothérapie en prophylaxie. On évalue la douleur aussi sur une base régulière, donc environ à toutes les heures et PRN dans le cas que le patient accuserait de la douleur. Donc on va faire une évaluation complète pour voir s'il est soulagé par la médication ou par l'épidurale. Après une prothèse du genou, il est très important de ne pas mettre d'oreiller en dessous du genou parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait une calcification qui se passe et que l'articulation perde son amplitude. Donc ça, c'est un enseignement qu'il va falloir donner aux patients de façon très importante en même temps qu'on veut leur dire comment faire leurs exercices circulatoires et respiratoires. Une fois que le test de bromage et le test de glace reviennent négatifs et qu'on peut faire le premier levé, on s'assure d'être à 2. Pour éviter une hypotension orthostatique, on va faire ça graduellement. Donc,
lève le patient en position assise pendant quelques minutes, on prend ses signes vitaux, on voit comment il se sent, on va le lever graduellement. Encore une fois, on reste à 2 au cas où que le patient ait une faiblesse et qu'on ait besoin de le recoucher. On s'assure qu'il a été bien hydraté, qu'il n'a pas de douleur, donc on pourrait donner un analgésique avant, 30 minutes à 1 heure avant, pour éviter qu'il y ait une douleur qui pourrait le pousser à faire un choc vagal aussi. Ensuite, une fois que le patient est un petit peu plus stable, on va aller voir notre patient qui a une PTH de 24 heures. Donc, la PTH, non seulement on aura les surveillances des complications telles la téléctasie, la constipation, l'iléus paralytique, comme pour le patient de la PTG, mais aussi il est plus à risque de faire une luxation. Donc, on doit leur enseigner les mouvements à ne pas faire. C'est-à-dire que le patient ne doit pas plier sa hanche à moins de 90 degrés. Donc, les sièges doivent être relevés, les sièges de toilette aussi. Il ne peut pas se pencher en avant, donc on va s'assurer qu'à son retour au domicile, il va avoir une pince télescopique pour ramasser les choses au sol. Ne pas se tourner pour ramasser quelque chose en arrière. Le patient ne peut pas tourner son pied vers l'intérieur, ni croiser les jambes. Les patients sont à risque aussi de faire des hématomes. Donc ça, c'est un petit peu des hémorragies. On ne peut pas vraiment les empêcher d'arriver. On peut juste surveiller une fois que ça arrive pour s'assurer qu'il n'y a pas d'évolution dangereuse. Je vais juste m'assurer que je manque rien. Donc aussi, on va faire une surveillance des résultats de laboratoire tout le temps parce que suite à une opération, le patient va avoir des prélèvements sur une base régulière. On s'assure que la numérotation des globules rouges, des globules blancs reste stable pour s'assurer qu'on ne manque pas une hémorragie qui sera en cours ou bien une infection si les globules blancs sont en augmentation. Si le patient a des drains, on doit s'assurer qu'ils sont tout le temps bien amorcés, que ce soit en post-op 1 ou en post-op chose 0. Donc, si c'est un train Jackson Pratt, on s'assure qu'il est bien pincé. On le vide sur une base régulière avant qu'il soit trop plein pour s'assurer que la succion se fait bien. On regarde le liquide, il est comment, c'est quelle quantité, quelle qualité. Donc, si les sérosanguins, séreux, sanguins, on continue de faire un suivi de l'échelle de douleur du patient. On garde en tête des signes d'hypoxie parce que toute complication respiratoire va se traduire par une cyanose. Les mains peuvent être plus froides, plus pâles. Les extrémités vont apparaître en premier ou autour de la bouche. En tout temps, on s'assure que le lit est toujours au plus bas, à part lorsqu'on s'apprête à faire des levées. Comme ça, le patient a moins besoin de forcer. On s'assure que la cloche est tout le temps accessible aux patients. On leur dit de nous faire signe lorsqu'ils veulent se mobiliser pour qu'on puisse venir les aider. On va les encourager à bien s'hydrater encore une fois parce que, en plus, une bonne alimentation, parce que c'est ça qui va les aider à avoir une bonne guérison. On s'assure de ne pas faire de déhiscence de plaie, donc il ne faut pas que la plaie ait trop d'humidité. Il faut s'assurer que le pansement reste bien en place et que les points de suture, les points de rapprochement ou bien les agrafes ne soient pas accrochés ou déplacés parce qu'on ne voudrait pas que la plaie se réouvre. Si c'est le cas, il faut prévenir le médecin. Le patient qui a une PTG, il faut vraiment lui expliquer les exercices de physiothérapie qui vont être en rapport avec l'amplitude de mouvement. Il est beaucoup plus facile de gagner l'amplitude lors de la flexion que lors de l'extension, donc c'est pour ça qu'on va leur rappeler, encore une fois, de ne pas mettre l'oreiller en dessous du genou. On va faire l'échelle de Braden aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque de lésion de pression, étant donné que le patient ne va pas beaucoup bouger les premières journées. L'immobilité, ça peut faire ça. Au moment du retour à domicile, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir qu'on leur parle. Tout d'abord, on s'assure que le domicile il va être sécuritaire.
Donc, il faut qu'il y ait de la place pour qu'il puisse circuler avec un accessoire d'aide à la marche, comme si il y a des patients qui, après une prothèse totale de hanche, vont marcher avec une marchette, d'autres un déambulateur, parfois c'est avec une canne, parfois ça va être avec des béquilles. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de marche. S'il y a des marches, est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce que la chambre, la salle de bain, la cuisine sont dessus le même étage? Est-ce qu'il y a des encombrements dans le passage? Est-ce que, par exemple, il y a des meubles, des fils, du tapis dans lesquels le patient peut s'enfarger? Est-ce qu'il y a une présence d'animaux, comme des chats, des chiens qui peuvent être imprévisibles, mettre des obstacles sur la route du patient? On va s'assurer que le patient il a tous les accessoires, donc la pince, la langue pour mettre les chaussures, les sièges de toilette remontés. Est-ce qu'il y a des barres dans la douche avec un siège dans la douche pour qu'ils puissent se laver? Mais il faut aussi leur dire qu'ils ne peuvent pas prendre de bain pendant 4 à 6 semaines. Ils ne peuvent pas conduire pendant 4 à 6 semaines suite à une prothèse totale de hanche aussi. Donc, on va s'assurer qu'ils peuvent avoir du support de la part de leur famille, leurs amis, dans leurs activités de vie quotidienne et domestiques. Donc, c'est ça. On va s'assurer qu'ils savent comment évaluer leur douleur. Suite à une opération, on veut pas que la douleur augmente tout de suite 4 sur 10, parce que plus la douleur augmente, plus on va avoir de la misère à le contrôler. Si on doit donner des plus grosses doses d'analgésiques, on augmente les risques de détresse respiratoire. Donc, on s'assure que ça monte pas au-dessus de 4 sur 10. On explique le principe d'analgésie multimodale, donc avec différents types, des opiacés, des ANINS, des analgésiques non opioïdes. On va s'assurer qu'ils savent quand est-ce qu'ils reviennent à l'hôpital, c'est quand leur prochain rendez-vous, avec qui. On s'assure qu'ils savent leurs exercices de réadaptation, leur niveau d'hygiène. On va s'assurer qu'ils savent bien s'hydrater, bien s'alimenter, parce qu'encore une fois, c'est ça qui va aider à bien guérir. On leur explique les signes d'infection comme la rougeur, la chaleur, la douleur, l'écoulement. Puis, on leur explique que s'il y a des risques d'infection, il faut qu'ils consultent. Ils vont revenir aussi nous voir s'il y a des signes de luxation, de déhiscence de plaie, s'ils n'arrivent pas à gérer leur douleur aussi, parce que ça peut être un signe de comportement, syndrome du compartiment. On s'assure qu'ils savent bien gérer leur médication aussi, où aller la chercher, à quelle fréquence aller voir le pharmacien. Et je pense que ça va pas mal couvrir ça.